toutes et à tous et bienvenue sur cette table de discussion. Tout d'abord, je vais vous présenter l'OFQJ pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Nous sommes un organisme bigouvernemental d'aide à la mobilité des jeunes de 18 à 35 ans entre la France et le Québec. Aujourd'hui, on est là dans le cadre de notre volet entrepreneuriat et développement économique pour vous présenter du coup tout un panel de 4 entrepreneurs et professionnels de l'entrepreneuriat qui vont nous aider aujourd'hui à apporter les réponses aux questions que nous allons nous poser. Quelles sont ces questions? En fait, aujourd'hui, évidemment, nous vivons un grand changement suite à la pandémie. Ces changements, quels sont ces changements vécus, attendus, en particulier pour les entreprises numériques et technologiques? Est-ce que cette pandémie est plutôt un frein ou une opportunité pour toutes ces entreprises? Est-ce qu'elles vont pouvoir rebondir avec quels outils? Donc, face à ce nouvel environnement qui s'impose à nous tous, et un nouvel environnement aussi plus conscient sur la société, plus soucieux de concilier développement humain et développement économique, quels sont les outils qui vont pouvoir être apportés? Aujourd'hui, à côté de nous, nous avons Bastien Gveller, qui est le CEO et fondateur de la société Guti. Nous avons Shaina Bess aussi, qui est donc la directrice de l'incubateur Ionis 361 donc à Montpellier. Bastien et Shaina sont nos participants français, nos intervenants français. Nous avons côté Québec, nous avons Sébastien Tanguay, qui est le directeur général de l'incubateur Le Camp à Québec. Et nous avons Yves. Bonjour Yves. Qui est le cofondateur de Inead Group et aussi le président de Bleu Blanc Tech, qui est le bureau French Tech de Montréal. En tout cas, merci à vous 4 d'être présents, surtout pour Sébastien et Yves, parce qu'il est très tôt ce matin. Et merci également pour Shaina et Bastien, qui, eux, prennent leur pause déjeuner pour être avec nous. Merci beaucoup. Entre mars et mai 2020, la quasi-totalité des pays ont été frappés par la crise liée au Covid-19, avec un arrêt brutal de la vie économique. Dans ce contexte, très, très nombreuses entreprises ont été fortement impactées. Donc vous, Yves et Bastien, qui êtes chacun chef d'entreprise, comment avez pu vivre cette période? Bastien, tout d'abord, toi, en tant que chef d'entreprise d'une plus petite structure, comment as-tu vécu cette période? Qu'est-ce que ça t'a apporté en mauvais ou en positif? Tout à fait. Merci beaucoup Astrid pour cette invitation. Donc effectivement, moi je suis basé à Toulouse. Je développe Guti, donc qui est une petite structure, qui est un réseau d'agents du digital et des startups qui fait l'intermédiation pour aider les structures à innover, les États, les entreprises. Et effectivement, pendant cette crise, j'ai pu réagir très très vite, étant une petite structure, et donc j'ai pu effectivement réduire mes coûts au maximum. Donc pour vous dire, j'ai quasiment réduit mes frais fixes par 3 dès le début en fait du confinement en France début mars. J'ai pu également, parce que la France avait mis en place ce type de dispositif, pouvoir mettre mes salariés en fait en chômage partiel parce que tout simplement il n'y avait plus d'activité. Moi, tous mes clients du jour au lendemain, leur priorité était devenue de gérer ce télétravail et cette crise, et donc il n'y avait plus tous les projets ont été arrêtés, etc. Donc il a fallu réagir très vite et m'organiser effectivement pour pouvoir m'adapter à cette crise. Et de la même façon, j'ai aussi changé ma stratégie, on va dire commerciale, en m'approchant en fait beaucoup plus du secteur public qui effectivement dans ce contexte allait continuer à pouvoir effectivement émettre des bons de commande et travailler avec ma société. Et j'ai notamment travaillé sur 2 projets avec l'État, une plateforme qui permet de gérer la production de masques et de gel hydroalcoolique dans ma région, en Occitanie, donc de suivre effectivement la production et d'accompagner les producteurs pour optimiser la production, et une deuxième plateforme qui permettait de suivre l'impact du Covid sur la santé des entreprises pour mettre en place les plans de relance. Donc vous voyez, j'ai switché très vite pour passer d'un modèle quasiment full privé à un modèle full public, en faisant appel notamment à la French Tech et à la solidarité des start-upers dont j'ai coordonné les actions sur le terrain. Et effectivement, moi j'ai eu un petit peu de chance parce qu'il y a des grosses entreprises qui n'ont pas pu avoir cette flexibilité pour réduire leurs charges. Et effectivement, je pense que dans le futur, il va y avoir de grands groupes qui vont avoir des problèmes parce qu'effectivement, ils vont devoir adapter leur organisation. Donc moi, je viens de Toulouse. À Toulouse, on a Airbus. On sait aujourd'hui que le trafic aérien est fortement perturbé.
donc la livraison et la production d'avions également. Et on sait que voilà, des grandes industriels comme Airbus vont aussi devoir trouver leur façon à eux s'adapter pour pouvoir continuer à vivre cette crise, mais aussi les futures crises qu'on aura peut-être l'occasion de vivre dans le futur. Merci Bastien. Toi, Yves, tu es du coup plutôt chef d'entreprise d'une plus grande entreprise. Alors, je ne sais pas si on peut parler de PME. Peut-être pas encore, mais en même temps, vous pouvez parler de PME, c'est ça, parce que vous avez quand même plusieurs bureaux à l'international. Évidemment, le changement a forcément un impact différent, parce que vous avez des salariés à Montréal, vous avez des salariés en France, vous avez des salariés aussi en Asie. Vous, du coup, comment vous avez dû réagir et comment ça s'est passé pour INEAT, en fait? Merci pour cette question. En effet, donc moi j'ai un peu de la chance que j'ai cette triple vision, 3 continents, 3 sociétés. En Asie, on a eu un arrêt assez brutal, on a vu le coup venir parce que c'était 3 mois avant. En Europe, tu viens d'en parler, il y a eu ce chômage partiel qui a été mis en place. Les premiers clients qui se sont arrêtés d'ailleurs pour le Canada ont été des clients français. Donc à Montréal, on a réparti les risques, c'était assez bien fait quand même parce qu'on a dû prendre des décisions avec le CODIR qui est présent ici, on a dû arrêter prématurément certains stagiaires avant la fin de leur stage, mais on leur a expliqué, on en a repris certains pendant la crise pour montrer justement cette solidarité. On a une baisse légère des salaires au niveau de l'ensemble de la structure, on a voté pour être solidaire par rapport à ça. Il n'y a plus de notion de géographie finalement. C'est un plus au final, ça continue encore maintenant, c'est vraiment la notion de groupe à son apogée. À la fin, moi j'essaie de faire revenir les personnes au travail, donc là il y a à nouveau des faits, des couvre-feux ou des choses qui se passent, mais je suis rentré un peu dans l'intimité de chacun des salariés, déjà pendant ces visios, mais aussi on a distribué une boîte à bonheur à chacun de mes salariés pour qu'ils reviennent et puis qu'ils aient un peu ce smile légendaire pour pouvoir continuer à travailler, mais c'était pas facile. Donc là, aujourd'hui, 25% de l'effectif est dans les bureaux, donc on apprend aussi à vivre avec, mais je pense que c'est important, ce contact social. Merci à toi. Shaina, Sébastien, vous accompagnez au quotidien donc les jeunes entrepreneurs dans leur développement, donc plutôt les entrepreneurs dans le domaine techno. Vous, quels impacts directs vous avez pu constater, tant évidemment en tant que structure accompagnante pour les entreprises, qu'auprès des jeunes entrepreneurs que vous accompagnez? Sébastien, toi? Oui, bonjour tout le monde. Alors, effectivement, je pense que c'est deux trucs différents. Pour ce qui est des startups, dans un premier temps, lorsque tout a arrêté au mois de mars dernier, on a eu, je pense que c'est le choc pour tout le monde. Donc, on a eu à jouer un peu le rôle avec nos entreprises de les rassurer, de les aider à se recentrer. Mais l'avantage des startups par rapport à d'autres domaines tels que la restauration, l'hôtellerie, où là, tout était arrêté et il n'y avait rien à faire, les startups, un peu comme ce que Bastien a décrit tantôt, ils sont de nature à se réorganiser, à bouger rapidement et à voir des opportunités dans des situations comme ça. Alors, notre rôle a été vraiment de les aider à faire ce qu'on appelle des pivots, là, de les aider à repenser leur modèle, à revoir si leur clientèle était touchée, de quelle manière ils pouvaient changer cette clientèle-là, changer leur marché, réorganiser leur proposition de valeur pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Évidemment, nous, du côté de l'accompagnement, il a fallu se repenser aussi. Nous, on était habitués de voir nos entrepreneurs physiquement dans nos espaces, d'avoir de cohabiter au quotidien avec nos incubés. Tout d'un coup, là, on était tous chez nous devant nos écrans. Donc, il a fallu apprendre à travailler autrement. Mais ça nous a aussi ouvert, comme pour les startups, toute une offre de possibilités qu'on n'aurait pas envisagées. Si vous m'aviez dit en mars dernier qu'on pouvait tenir des programmes en cohorte 100% virtuel, puis qu'on arriverait à avoir le même type de cohésion, d'effet de groupe que dans nos rencontres physiques qui étaient typiques, j'y aurais pas cru. Mais finalement, comme on était forcé de le faire, on l'a fait, puis ça fonctionne. Ça fonctionne même aussi bien que ce que ça fonctionnait en classe. Ce qui fait que tout d'un coup, on a, nous aussi, un marché qui s'ouvre. Des entreprises qui devaient être proches physiquement, qui devaient être dans la même ville que notre incubateur pour suivre des programmes de 10 semaines, mais aujourd'hui peuvent être
un peu partout dans la province de Québec, ce qui fait que tout d'un coup, le marché s'ouvre et on a réalisé qu'on était tout aussi efficace, autant avec les entreprises avec qui on travaillait déjà que avec des nouvelles entreprises pour recruter des nouvelles entreprises et tout ça. Donc, du côté de l'accompagnement, on est arrivé finalement à renouveler notre modèle, à repenser, puis je pense que ça va avoir un impact à long terme, puisqu'on ne reviendra probablement pas dans une situation qui était identique à ce qu'on a connu en mars dernier. Mais pour le secteur des technos, pour revenir au début de ta question, Astrid, c'est très différent. Je pense que certaines en ont souffert, mais la plupart ont su se renouveler, se repenser, se réorganiser. Et l'avantage d'être une petite structure, une start-up, ben c'est, comme le disait Bastien encore une fois, c'est la capacité à bouger rapidement et à réorienter son modèle et à voir et à profiter d'opportunités plutôt que des embûches. Et toi, du coup, Shaina, à Montpellier, quel constat t'as pu avoir du coup ces 6 derniers mois, en tout cas au moins sur la période de confinement, à savoir de mars aller à mai-juin? Alors nous, ce qui se passe, c'est que chez Ionis 361, les startups qu'on accompagne sont quand même assez jeunes pour la plupart. Donc ça les a aidés en fait à survivre la crise, puisque comme elles sont encore dans des phases de développement en interne, elles ont poursuivi en fait avec leurs équipes cette phase de développement. Ce qui était complexe pour beaucoup, c'est que les équipes étaient éclatées. Par contre, tout le monde était en télétravail. Donc pour des entreprises qui venaient d'intégrer par exemple des nouveaux stagiaires, des nouveaux profils, ça a été un petit peu compliqué à gérer. Mais pour la plupart l'ont quand même assez bien vécu. Ça a été plus difficile évidemment pour des entreprises qui sont dans des secteurs un peu plus critiques et qui n'étaient pas assez solides, des secteurs de l'événementiel, du tourisme par exemple. Évidemment, on a eu des entreprises qui ont eu beaucoup de mal. Et pour ceux aussi qui avaient encore des grosses phases de R&D devant eux et qui n'avaient pas suffisamment de financement pour pouvoir vivre le temps du confinement et de la crise, ça a été un peu compliqué. Beaucoup des entreprises chez nous et ailleurs ont fait appel aux aides de l'État français. Donc, il y avait notamment le prêt garanti par l'État qui permettait d'avoir une trésorerie un petit peu plus robuste, et puis le chômage partiel qui permettait de mettre au chômage ses salariés pour réduire ses charges. Donc, beaucoup d'entreprises en France ont fait appel à ces aides-là. Ensuite, effectivement, comme disaient Bastien et Sébastien, la plupart des startups sont quand même armées contre la crise parce que la résilience, c'est vraiment dans leur ADN. C'est la qualité primordiale pour s'adapter au changement en temps de crise. C'est essentiel en fait d'avoir les reins assez solides pour pouvoir conserver son équipe et sa R&D, pour continuer à innover, imaginer les projets de demain et surtout être prêt au moment de la relance. Certains grands groupes ont eu comme premier réflexe de mettre en pause leur service innovation pour se concentrer sur le cœur de leur activité, alors que c'est essentiel en fait dans ces moments-là de mettre le paquet sur l'innovation. Et puis pour dire un petit mot aussi sur la transformation digitale, toutes les entreprises l'avaient plus ou moins dans la tête, savaient qu'il faudrait y venir. Là aujourd'hui, la transformation digitale, elle s'est imposée à toutes les entreprises, les grandes comme les petites. Dans les startups aussi, parfois il y a besoin d'une transformation digitale, et donc ça a été assez violent pour certaines. Il a fallu revoir, et il faut encore revoir entièrement les méthodes de management, les méthodes de production. Il faut s'adapter à des nouveaux process, il faut s'adapter aux grandes mutations du monde qui sont et qui seront encore accélérées et amplifiées par la crise. Merci Shaina. Déjà, en plus, tu fais très bien ma transition, justement, parce que si la pandémie a été un frein dans la dynamique de croissance d'une très large majorité d'entreprises, elle a également aussi été un accélérateur de changement et d'opportunités pour d'autres. Toi, Bastien, à ton niveau, chez Guti, à Toulouse, qu'as-tu remarqué ? Alors effectivement, j'ai remarqué déjà que il y a une inégalité par rapport effectivement à comment les entreprises ont vécu cette crise, parce que par exemple tous les acteurs du e-commerce ont quand même globalement assez bien vécu cette crise. On a des acteurs par exemple dans le bricolage, dans le e-commerce, qui vendaient des choses dans le bricolage ou dans les équipements à domicile ou dans la cuisine, qui ont fait peut-être leur meilleure année, je pense. Et effectivement, il y a pas mal de secteurs qui n'ont pas forcément, pour qui la crise n'a pas forcément été quelque chose de critique. Après,
chez nous, chez Guti, effectivement, nous, ça a été un vecteur d'accélération parce qu'effectivement, notre discours, c'est de dire que la transformation digitale, elle est critique. Les entreprises doivent absolument faire la transformation digitale, mais l'aboutissement de la transformation digitale, c'est l'innovation digitale. C'est faire en sorte que le digital devienne un levier de croissance pour les entreprises et puis un poste de coût. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui voient la transformation digitale comme le fait de s'outiller avec tous les outils qui vont bien, de dépenser beaucoup d'argent dans le digital. Nous, chez Guti, on a une vision beaucoup plus innovation et de dire la transformation digitale, c'est de faire gagner de l'argent. Et donc, effectivement, comme disait Shaina, la transformation digitale était dans les têtes de tout le monde, mais ça s'est accéléré. Et effectivement, nous, on a une accélération de notre activité. Et c'est bien parce qu'avec Guti, on avait appelé la boîte Guti en hommage à Gutenberg parce qu'on parlait d'une renaissance digitale. Donc, il y a des gens qui parlent de révolution digitale. Nous, on va encore plus loin. On parle de renaissance digitale, c'est-à-dire que le digital demain va permettre de faire des choses dans le monde qui n'existaient pas jusqu'à aujourd'hui. On voit déjà avec le confinement un petit peu partout qu'on a pu rester connectés, continuer à travailler ensemble. Et en fait, le digital va s'intégrer complètement dans notre culture, un petit peu comme la Renaissance du XVe siècle, avec des changements sociétaux majeurs, avec peut-être des retours à d'autres valeurs que le digital va pouvoir véhiculer. De plus en plus maintenant, quand il y a des fake news, quelles qu'elles soient, tout le monde peut être au courant, etc. Que effectivement il y a les informations à l'échelle mondiale sont transférées. Donc effectivement, on va voir de plus en plus cette transparence de l'information qui va pouvoir amener une nouvelle culture, une nouvelle sensibilisation de tout le monde. Et effectivement, en France, on a parlé effectivement de tous les dispositifs qu'a mis l'État en place avec le chômage partiel, avec effectivement le PGE, le prêt garanti par l'État, mais l'État vient de mettre aussi en place un programme qui s'appelle France Relance. Ils vont distribuer des milliards d'euros aux entreprises pour pouvoir continuer à se développer, à pallier cette crise. Et effectivement, il y a beaucoup d'opportunités, notamment grâce aussi à ce plan France Relance. À titre d'exemple, par exemple, moi j'ai un artisan qui effectivement avec qui on avait commencé à travailler, à innover, à faire sa transformation digitale, qui du coup a pu bénéficier de cette opportunité, de cette crise pour pouvoir accélérer son business digital et qui bénéficie d'aides spécifiques qui vont être intégrées dans le cadre France Relance et qui va pouvoir continuer effectivement à développer sa stratégie. Donc, en tout cas, la crise sera une opportunité pour certains qui ne sont pas forcément start-upers, même si je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit précédemment, sur Sébastien notamment, sur le fait que les startups sont en capacité de s'adapter, mais les autres entreprises vont être aussi en capacité de s'adapter demain. Merci. Du coup, ce qui est bien, c'est que c'est intéressant aussi de la notion il n'y a pas que les startups, il y a aussi le secteur un peu traditionnel qui va avoir l'opportunité de se digitaliser. Et je pense qu'effectivement, pour toutes les entreprises qui n'avaient pas forcément de d'e-shop ou de autre chose, ça va devenir, en tout cas pour les modèles traditionnels, la crise va vraiment être une opportunité de développement. Toi, Shaina, côté incubateur plutôt, chez Ionis 361, est-ce que vous avez perçu des changements au niveau de l'incubateur et si oui, quels sont-ils 6 mois, on va dire 6-8 mois après le début de cette crise en France? On perçoit des changements dans la manière de se développer des entreprises, ça c'est sûr. Je suis pas certaine par contre que la crise ce soit la seule responsable de ce changement. Quand je parle de changement, je parle de tech for good, etc. Mais il n'en reste pas moins qu'il est bien réel. Selon moi, la crise, c'est plutôt en fait une opportunité, voire une excuse pour mettre en place certains changements profonds et surtout embarquer tout son écosystème dans la même dynamique. Je pense aux collaborateurs, aux clients, aux partenaires, aux financeurs aussi. Mais effectivement, toutes les startups ont quand même de plus en plus la volonté d'avoir un impact positif sur leur environnement. C'est plus ou moins au cœur de leur stratégie et de leurs valeurs. En temps de crise, il y a une super opportunité en fait de créer des entreprises, créer ou de pivoter, de revoir certains aspects de son business et de sa stratégie. Et en fait, c'est là où le mot résilience, il prend tout son sens. On a littéralement pas le temps de faire un business plan, il faut agir vite, il faut aller vite. Et c'est là où les méthodes agiles sont encore plus vitales. À l'incubateur, nous, on a mis en place un programme, on a agi vite aussi, un programme d'accompagnement qui s'appelait le Boost Camp. On a mis en place suite au confinement. C'est un programme d'accompagnement de 2 semaines qui était gratuit et en ligne. On a fait ça en partenariat avec l'association Les Déterminés et le programme la French Tech Tremplin, qui sont des programmes axés sur la diversité et l'inclusion dans les startups.
Ce programme était là pour aider les porteurs de projets à tirer parti du confinement et du chômage partiel, puisque nombreux d'entre eux étaient dans ce cas-là, et pour se lancer sur le projet dont ils rêvaient depuis longtemps. On a rencontré un franc succès avec ce programme-là, on a eu beaucoup de candidatures, on a eu des beaux projets, et ça nous a permis de sonder en fait un peu les porteurs de projets et l'état du secteur de la création d'entreprise. En juin d'ailleurs, on n'avait pas fait notre traditionnel appel à candidature parce qu'on avait d'autres priorités, comme beaucoup d'entreprises à ce moment-là. Donc, on n'avait pas fait cet appel à candidature pour recruter de nouvelles startups et on a pourtant reçu beaucoup de candidatures avec pas mal d'étonnements. Et ça nous a rassurés en fait de voir que les gens avaient toujours cette envie de se lancer, cette envie de créer des entreprises. Un dernier point important aussi que je voulais évoquer, on en parlait tout à l'heure justement, juste avant la table ronde. Ces dernières semaines, les startups recrutent énormément de jeunes, notamment des stagiaires et alternants, puisque l'État a mis en place, encore une fois, beaucoup d'aides pour aider l'emploi des jeunes et le développement des entreprises, ce qui fait que des startups qui avaient prévu d'embaucher un responsable communication, responsable marketing, un développeur à horizon 6 mois, 1 an. Là, moi, dans mon incubateur, j'ai littéralement des startups qui embauchent 3-4 alternants. Et donc, j'espère que ça va permettre... on espère évidemment que ça va permettre d'accélérer l'entreprise, de pérenniser l'entreprise aussi. Donc, dans ce sens-là, c'est une opportunité aussi pour les entrepreneurs. Merci à toi, Shaina. Alors, effectivement, on voit que côté France, côté Québec, c'est un peu, j'ai envie de dire, du pareil au même, des aides de l'État ou du gouvernement pour la province du Québec, une volonté de saisir des opportunités, que ce soit pour les entreprises et peut-être en particulier pour les entreprises technologiques et numériques et qui, elles, avaient déjà une capacité d'adaptation assez forte. Toi, en parallèle de ce que vient de dire Shaina, Sébastien, est-ce que vous avez déjà, vous, senti des changements et au niveau du camp, et concrètement, est-ce que vous avez aussi adapté vos programmes? Vous avez été un peu plus loin dans la démarche? Oui, tout à fait, évidemment, comme pour les entreprises, nous aussi, on a s'adapter. Un exemple, je nommais un peu tantôt, là, mais on a porté l'ensemble de nos programmes qui existaient déjà dans le virtuel. Donc, on a créé des cohortes et ces programmes-là sont maintenant 100%. Ce qui fait que tout d'un coup, on a accès à une clientèle qui est différente. Et encore une fois, moi, c'est à ma grande surprise, là, je croyais pas qu'on y arriverait ou qu'on arriverait à avoir le même niveau de qualité d'accompagnement et finalement, c'est là. Probablement qu'on a aussi jamais été autant en contact avec nos entrepreneurs qu'on l'était. Et ça peut paraître étrange, sachant qu'on est un incubateur et qu'on cohabitait avec nos entrepreneurs. La situation a fait qu'ils voulaient avoir plus de suivi, plus de contact et de collaboration, je pense. Entre autres, justement, on parlait des aides gouvernementales, mais pour nous, ça a été le printemps, le début de l'été, là, c'était encore beaucoup la confusion dans tout, parce que les gouvernements ont placé, autant au provincial qu'au fédéral, ont créé plusieurs programmes d'accompagnement. C'était assez difficile de se démêler qui avait droit à quoi, alors nous, les entrepreneurs de ce côté-là. Ce qui fait que l'intensité ou la fréquence d'accompagnement a été différente, je pense. Et notre bassin d'entreprise s'est élargi aussi. Quand on parle de est-ce qu'on s'est adopté, on a par exemple, nous, créé un programme d'accélération virtuelle. Donc maintenant, on a un programme qui, comme pour nos incubés, donc qui offre le même type d'accompagnement ou de service que nos incubés avaient, tant l'accès à notre accompagnement d'équipe interne au camp, des conseillers en entrepreneuriat, que l'accès à nos experts en résidence, à nos partenaires, à nos mentors. Maintenant, on a un programme qui permet d'y accéder de façon virtuelle. Donc, au lieu d'avoir un espace physique, de louer un bureau au camp, accompagnement-là à distance. Là où je pense qu'on a le plus grand défi, à mon avis, pour nous au camp, parce qu'on s'était donné le rôle ou la mission de dynamiser l'écosystème entrepreneurial technologique à Québec. Et historiquement, on le faisait par l'événementiel. Donc, ce qu'on voulait, c'est créer le plus possible de points de collision entre les différents acteurs de notre écosystème, que ce soit les entrepreneurs entre eux, les entrepreneurs avec les gens du monde du financement, les entrepreneurs avec toutes les autres services professionnels. Et pour nous,
voulait le faire, on le faisait à travers l'événementiel. Par exemple, en 2019, c'est 235 événements qui avaient été réalisés au camp dans l'année. Donc, de petits événements de 10, 15, 20 personnes jusqu'à des événements de 150 personnes. Et le défi, je pense qu'on a, et pour lequel on n'a pas encore trouvé de solution, c'est de quelle manière on peut reproduire ça dans le virtuel. Alors, tout ce qui est le réseautage, les rencontres fortuites, les discussions de corridor, les discussions de cocktails, de quelle manière on est capable de ramener ça ou de recréer ça dans le virtuel, ça, c'est probablement le plus grand défi qu'on a, à mon avis, parce qu'on sait que l'accompagnement 1 sur 1 ou des petites cohortes, ça fonctionne très bien, mais le volet à plus grande échelle va être très difficile à reproduire. En tout cas, pour nous, on n'a pas encore trouvé la solution. Et je crois aussi que, et c'est vrai aussi au niveau local, mais au niveau international. Donc, tout le développement d'affaires qu'on faisait, des rencontres, les liens qu'on tissait avec d'autres incubateurs un peu partout parce qu'on participait à des missions ou rencontrait ces gens-là aussi. Ces gens-là venaient nous visiter, comme justement dans le cas de la semaine du numérique. Ce volet-là reste encore à trouver des solutions parce que pour l'instant, il n'y a rien pour y pallier. Merci Sébastien. Du coup, ce que je peux relever déjà, Shaina, Sébastien, ce que vous venez de dire également, c'est que derrière la crise, il y a aussi le défi humain. Le virtuel ne remplacera pas l'échange humain. Ceci dit, il peut aussi l'accélérer, Shaina, par rapport à ce que tu as dit. Du coup, évidemment, nous sommes dans une phase de transition. Yves, toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise et en tant que président de Bleu Blanc Tech, donc le bureau French Tech de Montréal, est-ce que tu penses, pour aller un peu plus loin, qu'on peut parler du coup à ce jour de nécessité d'adaptation, d'évolution, ou carrément on arrive à une phase de disruption de l'écosystème? C'est une très bonne question. Je pense que je vais essayer de conclure après ce que je vais vous annoncer par un mot justement qui serait entre adaptation, évolution et disruption. Sébastien, tu as raison dans l'explication de la start-up et surtout au niveau des grands groupes. On a ce besoin aussi de collision. C'est vraiment le défi. J'aime bien ce mot parce qu'en fait, le social nous manque vraiment et c'est vrai que le virtuel ne va jamais remplacer le réel, les échanges de cartes de visite, de cartes d'affaires, pardon, comme on dit ici. Bastien, j'ai appris pour Gutenberg, du coup, ça va me rester en tête. Pour moi, la définition d'une start-up, même pour les grandes personnes traditionnelles, et un gros patron d'une grande entreprise française m'avait dit un jour qu'en effet, c'est pas l'âge de la création, c'est pas ça, c'est vraiment le fait de repenser son modèle de manière précise. Donc, que ce soit la start-up de 2 personnes, une ville de 80 000 personnes, une ville de 80 000 personnes qui repensent son modèle, c'est construire une start-up également. Et ce pivot, ils peuvent le faire, nous, on peut le faire. On t'entend pas très bien, Yves. Je suis désolée de te couper, on t'entend. Ouais. Ok. Là, t'entends mieux, ouais. Ah, c'est mieux, ouais. Donc, cette notion d'adaptation, en fait, c'est important. Ce pivot des sociétés est important, on en a parlé. Et sans faire ça, justement, on n'arrive pas à trouver des nouvelles idées. Donc, l'impact majeur auprès des clients doivent désormais avoir un sens, un but derrière l'usage numérique de ce qu'on va développer. Et ça, c'est le plus important. Si je prends ma casquette d'INEAT, Shaina, on n'a pas mis en pause le service innovation. Au contraire, on a créé un hackathon au niveau du groupe. Et je pense qu'on a sorti pas loin d'une douzaine de projets innovants, ça tombe bien, ça ira dans notre recherche et développement, pendant ce temps de Covid, que ce soit l'application qui générait les 100 km autour de soi en France, que ce soit un logiciel qu'on a sorti qui s'appelle Fil Bleu, qui permet de gérer les files d'attente dans les magasins ou prendre des rendez-vous dans les magasins de proximité, que ce soit Je soutiens mes commerçants, qui permettait justement de mettre en ligne gratuitement les produits phares de certaines enseignes, de certaines petites boutiques. En France, on a sorti une application qui permettait de trouver le prochain driving, tu sais, où tu mets tes courses dans ton coffre. Ça, c'était plein de choses comme l'autorisation de circuler. À un moment, il fallait un formulaire. Dès 48 heures après, on avait sorti ce formulaire. On a même organisé avec les services économiques de la ville de Montréal et l'ambassadrice un webinaire avec la French Tech sur justement ces pivots qu'on pouvait faire. Et on voit que des sociétés comme Savoir-Faire Linux ont lancé un outil de communication Jamy. On voit que des fondations sont créées comme Greenlink avec une prise de conscience collective. On voit que Yapuni a sorti une application pour mieux vivre les hospitalisations. Donc en effet, résilience a été placée plusieurs fois. Je pense que c'est le mot du Covid, mais c'est la résilience pour tous. Alors, Astrid, pour répondre avec le bon mot par rapport à ta question de départ, est-ce une évolution, une révolution, une disruption? Pour moi, ce serait une évolution pour nous, parce que finalement, on s'est adapté.
mais on s'est adapté par pays, parce qu'en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, on a dû s'adapter par rapport à un contexte qui finalement a fait comme une vague. Nous, on l'a vu venir avec ce qui s'est passé en Asie. Par contre, c'est au niveau humain où on va devoir s'adapter de plus en plus par rapport à ces modes de travail. Par contre, c'est une évolution pour nous parce qu'on a fait peut-être prendre conscience à certains clients qu'il fallait passer par ce numérique qui est important et c'est ça le défi aussi. Donc voilà, donc une évolution, Astrid. Ça te convient comme réponse? Oui, c'est la tienne. Ça me convient parfaitement. On va débattre alors. On va débattre. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, on a pu voir le contexte avant, pendant. Moi, là, ce que j'aimerais qu'on puisse aussi aborder, c'est le futur. Je pense que évidemment, personne n'a de boule de cristal et c'est pas si évident. Toutefois, voilà, on sait que le Covid, en tout cas, d'un point de vue technologique, d'un point de vue numérique, ça va accélérer les innovations, qu'elles soient à impact social, à impact environnemental ou d'un point de vue économique, évidemment. Mais selon vous, comment ces innovations vont pouvoir avoir un impact positif, comme je le disais, et si oui, si elles vont pouvoir avoir un impact positif, concrètement, comment ça va se modéliser? Toi, Bastien, est-ce que tu as des idées par rapport à ça? Oui, tout à fait. Globalement, il faut savoir que pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, moi je parle pas d'évolution ou de beurisation ou de disruption, etc., mais plutôt de renaissance. Et effectivement, la résilience est vraiment le hashtag du moment. Et la tech for good est implicitement liée à la résilience, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que les business models justement des entreprises, si elles ne tiennent pas compte de l'environnement dans lequel les entreprises évoluent, il y aura pas de résilience, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est une entreprise internationale et qu'on n'est pas en capacité de s'adapter aux actualités internationales, ça va être une problématique. Si on est une entreprise effectivement qui s'adapte mal à son environnement, qu'il soit économique, social ou écologique, ça va être très très compliqué. Donc je pense que dans le temps, on va avoir de plus en plus d'entreprises qui vont être en capacité effectivement de s'adapter et d'être force de proposition sur ces sujets-là. Après, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a toujours beaucoup de ce qu'on appelle de greenwashing, c'est-à-dire que le fait de parler de tech for good, d'écologie, de vert, est souvent un prétexte de communication pour faire passer beaucoup de choses et vendre beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est que d'ores et déjà, les gens prennent conscience de l'impact écologique de leurs activités à eux, mais aussi de leur entreprise. Et du coup, ils peuvent choisir effectivement des entreprises en fonction du côté éthique et écologique de ces entreprises. Donc même si effectivement c'est un sujet qui est jeune, parce qu'il faut savoir qu'en France, on n'en parlait pas il y a 10 ans, et même moi, dans le cadre des projets que je fais avec mes clients, le volet environnemental, impact écologique des projets d'innovation qu'on fait pour eux, ça fait peut-être 2 ans que ce critère fait partie des critères importants. Donc on voit qu'il y a une vraie évolution, il y a une prise de conscience, c'est jeune, mais c'est en train d'arriver. Et effectivement, aujourd'hui, ça va être difficile de prédire un petit peu ce qui va se passer dans le futur, parce qu'effectivement, il faut savoir que les États, les organisations, les grands groupes sont des grosses machines qui évoluent doucement. Donc effectivement, déjà là, ils entendent parler un petit peu de tous ces sujets green, et ils mettent en place des dispositifs. Il commence à y avoir pas mal par exemple, de concours de start-up où on favorise effectivement les projets, ce qu'on appelle RSE, donc les projets avec une responsabilité sociétale. Donc de plus en plus, effectivement, ce sont des préoccupations qui vont s'intégrer dans les entreprises. Et je pense effectivement qu'il va falloir suivre ça et appuyer ça de façon certaine pour pouvoir accélérer ce mouvement. Après, effectivement, l'impact du coup de cette résilience que les entreprises vont devoir développer, comme j'ai parlé tout à l'heure, toutes les différentes crises demain qu'on va pouvoir avoir, sanitaires, économiques, écologiques, alimentaires, les crises avec la mondialisation pourront être multiples. Et effectivement, cette capacité d'adaptation à toutes ces crises va obliger les structures et les organisations à peut-être reporter une partie de cette résilience sur les salariés. Donc, effectivement, il va falloir que les salariés au niveau mondial soient aussi en capacité à développer leur propre résistance et résilience personnelle, à pouvoir effectivement s'adapter. Et par exemple, quand on parlait de réduire les frais d'une entreprise par 3 pour pouvoir passer une crise, peut-être qu'à titre personnel, il va falloir aussi développer cette capacité à pouvoir réduire de temps en temps aussi peut-être ces charges personnelles, parce qu'effectivement, on n'est pas à l'abri qu'on soit de plus en plus sur des modèles qui exigent une flexibilité en fait des salariés, quoi. Donc là, c'est vraiment, on est sur l'impact social.
Et moi, je pense que ça aura un impact multiple, effectivement, mais que tout ça, effectivement, il faut l'anticiper. Alors là, c'est une projection à peut-être 5-10 ans, mais effectivement, je vois un monde beaucoup plus green, mais aussi qui va reporter une partie de cette résilience sur les salariés. Toi, Sébastien, en plus, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu fais partie aussi du conseil d'administration du regroupement. Alors, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est MAIN, enfin voilà. Oui, le Du mouvement des regroupement. accélérateurs d'innovation. Exactement, du Québec. Donc là où tous les acteurs, en tout cas, je suppose une très grosse majorité des incubateurs, accélérateurs font partie. Toi, est-ce que tu as un peu une vision sur l'avenir? Est-ce qu'il y a des choses que tu arrives déjà un peu à tâter le pouls de changement? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, sur ce que tu ressens, en tout cas au niveau du camp, et sur l'adaptation que vous devrez vivre, en tout cas? Ben, excellente question. Honnêtement, Astrid, je pense qu'on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas exactement où tout ça va nous mener et quels seront les impacts réels, mais c'est sûr qu'il y en aura. Ce qu'on a évoqué, ce que j'ai évoqué un peu plus tôt là, sur la portée dans le virtuel, donc les marchés physiques qui s'étendent. Donc, historiquement, un incubateur accélérateur, c'était assez local puisque on travaillait avec les entreprises de notre ville, de notre région. Étant donné que ces frontières-là vont s'étendre, vont s'agrandir de façon exponentielle avec le virtuel, puisque maintenant on peut travailler avec des entreprises qui sont peut-être même pas sur le même continent que nous, mais ça change la donne. Mais à la hauteur de la province, si on parle justement dans l'écosystème de l'accompagnement ou des incubateurs accélérateurs au Québec, l'impact que ça va avoir, c'est que tout d'un coup, les entreprises vont pouvoir choisir les programmes, l'accompagnement vraiment en fonction de la qualité de l'accompagnement, de la qualité des services ou de la spécificité de certains programmes et non uniquement en fonction de qu'est-ce qui s'offre dans ma ville. Ce qui risque d'entraîner, j'imagine, une plus grande portée des grands incubateurs accélérateurs. Donc, les plus gros vont aller chercher un marché beaucoup plus important. Vont pouvoir offrir des services aussi parce que si je prends l'exemple du Québec, dans certaines villes, dans certaines régions, il y a l'entrepreneuriat technologique, il y a des startups, mais souvent pas en assez grande concentration pour que les plus petits incubateurs accélérateurs aient la capacité d'offrir des programmes d'accompagnement structurés, d'offrir des services de mentorat, de coaching, d'expertise, parce qu'en ayant 2 ou 3 ou 4 startups par année, par exemple, c'est pas suffisant pour offrir ce type de programme-là. Donc, en fait, avec cette virtualisation des programmes, cet accès-là pour les entreprises qui sont en dehors des grandes villes va être beaucoup plus facile. Donc, ça, c'est un facteur très positif. Est-ce que ça va concentrer dans certains joueurs l'accompagnement puis que les autres structures vont avoir plus de difficultés à survivre? Ça reste à voir. Moi, je crois qu'il y a un rôle à jouer dans chacun des petits écosystèmes ou dans chacune des villes par les incubateurs accélérateurs, parce que je parlais tantôt de dynamiser l'écosystème local, mais probablement combiné avec des partenariats ou des ententes d'accompagnement avec de plus grands joueurs. Donc oui, le marché va nécessairement se reconfigurer, se repenser. Il faut en être conscient. Il faut que nous, incubateurs accélérateurs, nous travaillons avec ces nouvelles réalités-là. Mais comme pour les startups, je pense que chaque DG d'incubateur est comme un CEO de startup. Et les équipes sont très, en tout cas, je prends l'équipe du camp, on est très imaginatifs, ce qui nous amène à repenser nos programmes, à revoir en continu de toute façon ce qu'on fait, notre type d'accompagnement en fonction des besoins des entreprises aussi qui changent. Merci. Donc, longue réponse pour dire que le marché sera très, très différent à Astrid. Merci. Pour rebondir donc justement sur le volet start-up, toi Yves, est-ce que vous allez devoir justement être créatif, imaginatif, revoir certains angles de projet, votre communication, votre approche client? Est-ce qu'il y a des choses qui vont vraiment changer pour vous? La fois est essentielle parce que le temps file, c'est ça, Astrid. Donc, du coup, les relations clients évoluent en fait. Donc, on s'est renforcé avec eux. Moi, je reste très optimiste, engagé dans les nouvelles actions. Donc,
on soutient. On avait une opération avec tout notre codir de soutenir tous nos clients en citant à chaque fois 1000 bravos aux initiatives de tous nos clients qui sont aujourd'hui devenus des partenaires parce qu'on a été en proximité d'eux. Ce que mon directeur général dit souvent, c'est les contraintes génèrent les talents. Et on voit que ça s'est vraiment accéléré pendant cette période de Covid. La confiance s'est instaurée. On n'était peut-être pas habitué à avoir cette proximité avec nos employés et avec nos clients. Ceux qui ont su s'adapter pendant cette période ont gagné en proximité. On se rapproche avec des plus grands groupes, on discute de solutions, il n'y a plus de concurrence, on essaye vraiment de travailler ensemble. Ce que ça va créer aussi, c'est qu'il n'y aura pas besoin nécessairement de se réunir pour des réunions, mais on pourra vraiment se connecter à distance avec eux tout le temps. Les rendez-vous sont préparés, sont à l'heure et permettent justement de se voir et de trouver des solutions. Donc à la fin, finalement, on gérera les priorités, on ne fera plus de projets futiles, on fera des projets qui ont du sens. On pourrait parler du label Bicorp, on pourrait parler de ce qu'a dit Sébastien tout à l'heure, mais voilà, on se déplace en cas de nécessité, on fait des projets que s'ils ont du sens et on est plus efficient. Toi, Shaina, merci Yves. Shaina, du côté de Ionis, qu'en est-il? L'avenir, les perspectives? On a vu qu'il y avait, a priori, si je retiens bien déjà sur ce qu'ont dit Sébastien, Yves et Bastien, c'est déconcentration, rapprochement finalement des relations humaines, ce qui est assez paradoxal puisqu'on est quand même dans du 100% virtuel quasiment. Et puis impact positif, résilience. Toi, qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'incubateur? Alors nous, ça a toujours été une volonté quand même d'accompagner des startups qui avaient un impact positif sur leur environnement. On met pas particulièrement l'accent dessus et on le mettra pas non plus dans l'avenir parce qu'on reste un incubateur généraliste. On est l'incubateur du groupe Ionis et on a la chance de pouvoir s'appuyer de ce fait sur 25 écoles qui ont toutes des spécificités très différentes. C'est notre grande richesse en fait de pouvoir s'appuyer sur toutes ces écoles-là et c'est pour ça qu'on restera un incubateur généraliste. On essaie par contre d'insuffler un axe ESS, entrepreneuriat social et solidaire, dans les projets qu'on accompagne, notamment quand on accompagne des projets étudiants aussi qui viennent des écoles du groupe. Et puis plus globalement, nous, on essaie de faire vivre l'écosystème Tech for Good localement. Dans chacun de nos écosystèmes, on est présent dans 4 villes en France. Dans chacun de nos incubateurs, on participe à la Social Cup qui est organisée par Make Sense, par exemple, au Tech for Good Tour, etc. Une des difficultés, à mon avis, auxquelles il va falloir être attentif à l'avenir, pour les startups, mais aussi pour les grands groupes, c'est de réussir à créer et maintenir une culture d'entreprise. C'est difficile en ce moment entre le télétravail, une vision de l'avenir qui est un peu floue, beaucoup d'inconnus pour les dirigeants, mais il faut que ça soit quand même une priorité, surtout pour les startups, de pouvoir créer cette culture d'entreprise. Aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui vont devoir revoir leurs priorités et qui vont devoir prendre en compte d'abord les salariés, les collaborateurs, ensuite les clients et les prospects. Alors qu'aujourd'hui, certains font l'inverse. Ils mettent d'abord tout l'effort sur l'acquisition de prospects. Donc les clients historiques sont un peu délaissés, ce qui fait que les salariés sont débordés. Ils sont pas forcément pris en compte et ça mène à un gros turnover. Aujourd'hui, si on veut vraiment insister sur la culture d'entreprise, avoir une véritable culture d'entreprise, ça va être des priorités auxquelles il va falloir faire très attention. En temps de crise, on a vraiment besoin d'équipes soudées. Et puis pour terminer rapidement sur un aspect un peu optimiste, je pense vraiment que la France et le Québec, on peut être aux avant-gardes sur le business de demain. On a des valeurs humaines, sociales qui sont à la fois au cœur de nos vies, mais aussi au cœur du business, qui sont moins présentes dans le modèle nord-américain, enfin aux États-Unis. En France et je pense aussi au Québec, on a souvent tendance à vouloir copier ce modèle, mais là on a une vraie opportunité pour le coup d'être un petit peu aux avant-gardes et d'être un petit peu leader sur le business de demain. Merci à toi, Shaina. Malheureusement, il est déjà le temps de conclure. On va pas avoir le temps de prendre beaucoup de questions. Toutefois, pour les personnes qui nous ont écoutés, je tiens déjà à les remercier. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous avez les contacts de chaque intervenant dans l'application Swapcard, sur la plateforme. Moi, pour conclure, je retiens relations humaines, résilience, évolution et pas nécessairement adaptation. Et je retiens aussi que tout est possible, c'est-à-dire que maintenant on peut travailler facilement à distance avec une personne qui va être en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir aller un peu plus loin dans les projets et puis développer de nouveaux projets.
avant de conclure, est-ce qu'on aurait un mot, chacun, je vous demande un mot qui pourrait un peu, du coup, définir ce qu'on est en train de vivre. Shaina, ton mot? Moi, je dirais révélation, dans le sens où c'est un moment révélateur pour plein de choses, plein d'opportunités. On se rend compte des forces, des faiblesses de l'entreprise. On se rend compte que tout est possible. Sébastien? Je dirais globalité. On a toujours été dans un monde global. Je pense que ça va être encore plus vrai dans l'avenir. Yves? Il nous pique tous les mots là. Donc solidarité, chacun doit faire sa part. Sens. Qu'est-ce que ça apporte réellement en quête de sens? Et Bastien? Et moi, je dirais bonheur, parce qu'il faut continuer à essayer d'être heureux dans ce nouveau monde. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. On peut s'applaudir et au plaisir quand même de vous revoir très prochainement en physique avec Astrid. des cafés et des croissants. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Bye. Merci beaucoup.